Bonjour, je suis le docteur Claude Lantop et aujourd'hui nous allons parler d'un élément clé de la ventilation non invasive, les choix du masque. Ces choix est déterminant pour garantir l'efficacité de la ventilation, mais aussi pour assurer le confort du patient et favoriser son adhésion à la thérapie. Donc on va parler du rôle et l'importance des interfaces, comprendre les différents types d'interfaces, connaître quels sont les critères pour choisir de façon bien adaptée à une interface, analyser les impacts des interfaces sur l'efficacité et le confort de la VNI et on va finir avec les conclusions. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des interfaces? L'interface est le lien entre le patient et le ventilateur. Il y a un impact direct sur la thérapie. Il y a une influence sur l'efficacité de la ventilation et surtout sur l'adhésion à la thérapie de la ventilation. Et pourquoi c'est important de bien choisir le masque? Regardez, dans cette étude publiée en 2013 par le professeur Gonzalez chez des patients neuromusculaires, et c'est là spécifiquement, il a montré que plus de 50% des malades ne sont pas bien ventilés la nuit. Regardez cette graphique-là. On va voir que 45% des patients sont bien ventilés et les restes, c'est-à-dire 55%, ils ne sont pas bien ventilés à un mois d'avoir initié la ventilation. Et quelle est la raison principale pour laquelle les patients ne sont pas bien ventilés? Eh bien, c'est les fuites. Les fuites probablement dues à un mauvais choix du masque. Une autre raison pour laquelle c'est important de bien choisir le masque, c'est d'éviter les effets secondaires, comme l'inconfort, douleur, des lésions cutanées, comme on voit dans cette graphique ici, mais aussi pour éviter une mauvaise synchronisation avec les ventilateurs. Il faut savoir qu'en présence des fuites, les ventilateurs peuvent générer des asynchronies parce qu'ils n'arrivent pas à interpréter le débit du patient. On va passer maintenant au type des masques. Il existe différents types d'interfaces. On a les masques narinaires, sous-nasal, nasal, le masque facial, le masque que je l'ai appelé hybride et autres types de masques. On va voir tout ça en détail. Mais avant de rentrer dans les détails des types de masques, je voudrais vous montrer très rapidement les composants d'un masque. Donc, dans le point numéro 1, on a les raccords au circuit. C'est le point qui va faire le lien avec les tuyaux ou les circuits. Le point numéro 2, c'est l'harnais. Ce qu'on appelle l'harnais, c'est la partie qui va autour de la tête du patient. Le numéro 3, c'est le corps du masque. Le numéro 4, c'est les attaches. On verra en détail qu'on a différents types d'attaches. Le 5, c'est les fuites intentionnelles. Quand on utilise un seul tuyau, on va devoir avoir des fuites qu'on appelle intentionnelles parce que c'est par là que le patient va expirer. Le 6, c'est la bulle, en fait. Voilà. Le 7, c'est la valve anti-asphyxie. Voilà en détail ce qui est les composants d'un masque. Commençons par les masques nasales. Quels sont les avantages d'avoir un masque nasal? Déjà, il est moins encombrant et mieux toléré par les patients, surtout les patients qui ont une claustrophobie. Il permet aussi la communication puisqu'il va prendre que le nez et donc le patient il pourra communiquer et il pourra s'alimenter aussi et il diminue l'espace mort, ce qui peut optimiser la ventilation. Mais il y a aussi des inconvénients. Parfois, ils sont peu adaptés, surtout pour les patients qui respirent la bouche ouverte. Pour les risques de sécheresse nasale aussi, on peut nécessiter une humidification complémentaire et il peut avoir des fuites si la pression est trop élevée. On va commencer des plus petits aux plus grands. Dans ce sens-là, ici, on a quelques exemples de masques narinaires. On appelle des masques narinaires quand il y a un dispositif qui va aller à l'intérieur des narines. C'est pour ça qu'on les appelle les masques narinaires. On a les masques sous-nasales, c'est-à-dire des masques qui ne prennent pas tout le nez, mais un tout petit peu en dessous du nez. On a différents types et modèles, avec parfois les fuites qui sont déportées, comme on le voit dans cet exemple-là, et ici aussi. On a les masques nasales
les masques qui prennent que le nez avec différents appuis. On a certains qui ont un appui frontal, comme on le voit ici, un appui frontal. Pas d'appui frontal, mais plutôt un appui latéral. Et pareil, ici, on a un autre type de masque avec les fuites déportées. Passons au masque facial. Alors, les avantages du masque facial, qui convient aux patients ayant une obstruction nasale ou une respiration buccale qui est prédominante, offre une pression plus stable, c'est-à-dire le masque il est un tout petit peu plus stable, ce qui peut limiter un peu les risques des fuites. Par contre, les inconvénients, il peut être bien sûr plus encombrant, surtout avec une sensation de claustrophobie pour certains patients. Il y a plus d'espace mort parce qu'il y a plus d'espace en fait dans le masque et il peut influencer l'efficacité de la ventilation et il peut générer plus d'irritation cutanée parce que et surtout il prend plus de surface. Voici quelques exemples de masques faciaux. On a différentes configurations, par exemple avec un appui, comme on le voit ici, avec un appui frontal, pas d'appui frontal, pas d'appui frontal. Et on voit aussi différents types de matériaux. On va voir un peu plus en détail différents types de matériaux. Par exemple, celui-là, il est en mousse. Il y a d'autres qui sont en silicone. On verra ça plus en détail. D'autres modèles. S'il existe autant de modèles, c'est parce qu'il existe différents types de faciès et donc il faut s'adapter à chaque patient. Il faut essayer. Parfois, il faut essayer plusieurs types de masques. Et ici, nous avons les masques dits hybrides ou on pourrait les appeler aussi bucco-sous-nasal parce que si on voit ici clairement, il prend pas complètement le nez, il prend juste la partie sous-nasale et la bouche. Ici, pareil. Et parfois, on a encore les fuites qui sont déportées et d'autres, ils sont les fuites intentionnelles juste à la sortie. Parfois, quand on n'arrive pas à s'en sortir avec les masques précédents, on est obligé à utiliser des masques vraiment en cas extrême. Et ça, c'est les masques faciales total. Les avantages, c'est idéal pour des patients qui ont déjà des malformations faciales ou des plaies cutanées importantes qui empêchent en fait qu'on n'a pas un point d'appui, que ce soit sur le nez ou sur la bouche. Et les inconvénients, bien sûr, c'est une sensation de claustrophobie puisqu'ils vont prendre tout le visage et il est nécessaire parfois d'ajuster un peu plus l'harnais pour éviter les fuites. On va voir deux modèles qui existent sur le marché. Ça, c'est les masques qu'on appelle facial total. Ils vont couvrir complètement tout le visage. Un élément intéressant à avoir en tête, c'est la mentonnière. En fait, la mentonnière, c'est un dispositif qui va éviter que la bouche s'ouvre, en fait, pendant l'utilisation, que ce soit par un masque nasal ou parfois on est obligé à mettre un masque bucco-nasal, c'est-à-dire une masque faciale et mettre la mentonnière pour éviter l'ouverture buccale. Les choix du masque reposent sur l'équilibre entre efficacité et tolérance. L'efficacité, comment est-ce on va la voir? On doit assurer une bonne étanchéité et limiter les fuites. Et bien sûr, il faut pas avoir des événements obstructifs parce que parfois certains masques peuvent les provoquer. On verra ça un peu plus en détail. Et d'un autre côté, il nous faut une bonne tolérance, c'est-à-dire une bonne ergonomie adaptée aux patients et absence d'effets secondaires. Alors, mais comment on choisit, on pratique un masque? Il faut commencer par quelque chose. Dans ce schéma, je décide de commencer en posant la question au patient, s'il peut répondre, si le patient respire la bouche fermée ou la bouche ouverte. Si le patient respire la bouche fermée, il me dit oui. Donc, je veux partir dans ma première configuration. Je peux commencer avec un masque sous-nasal, un masque narinaire ou un masque nasal. Si le patient il me dit qu'il est inconfortable ou il a des fuites, je peux essayer une mentonnière, par exemple. Si malgré la mentonnière, le patient est inconfortable ou il a des fuites, donc je peux passer un masque bucco-nasal. Et ensuite, si le patient
Et s'il me dit qu'il respire la bouche ouverte, c'est-à-dire la bouche n'est pas fermée, donc je vais dans cette configuration, je vais commencer un masque bucco-nasal. S'il y a un inconfort ou persistance de fuite, je vais passer un masque hybride, par exemple, dans les cas où le patient a une blessure de l'arête nasale. S'il y a un inconfort ou des fuites, je peux ajouter à ce masque bucco-nasal une mentonnière ou passer un masque facial total. On sait, il y a différents types de visages. Il y a des patients qui souhaitent parfois continuer à utiliser les lunettes. Il y a des patients qui ont une moustache, une barbe, qu'ils n'ont pas de dents, par exemple, qui ont une nez un peu épaté, un nez plus long, le visage rond. Donc, il y a des différents types de visages et on doit s'adapter à chaque visage et aussi à chaque taille. Donc, c'est très important de trouver une bonne taille. Et pour cela, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. D'un côté, on peut essayer des dispositifs qui nous proposent certains fabricants de masques pour mesurer la taille exacte. Mais aussi, et ça c'est le plus important, c'est d'essayer avec les patients. On va devoir essayer différents types de masques jusqu'à qu'on trouve le masque qui nous donne la meilleure efficacité et le meilleur confort. Des études récentes ils sont confirmés que le choix du masque peut influencer dans l'efficacité de la ventilation. Dans cette étude publiée par Antoine Léotard en 2021, donc c'est une étude croisée avec 30 patients neuromusculaires, attention, ça c'est très important, où il a alterné, c'est une étude croisée, il commence par un masque nasal ou oronasal, et puis après il alterne, et il va mesurer en fait la saturation d'oxygène, la moyenne de saturation d'oxygène, la désaturation, le TST 90, les index de désaturation, la PTCE2 moyenne, la durée moyenne de l'ouverture des bouches et les fuites. Donc, il a constaté qu'indépendamment du masque, si c'est un masque nasal ou masque facial, il n'y avait aucun impact sur l'efficacité ni la réduction des effets secondaires. Par contre, ce qu'il dit, c'est que quand on fait la transition d'un masque à l'autre, à ce moment précis, dans cette semaine-là, en fait, il peut avoir une efficacité un peu réduite. Donc, il faut savoir que ça, c'est possible dans le sens où quand on fait un changement de masque dans la semaine suivante, il peut avoir une efficacité qui va être impactée. Autre chose qui est importante dans l'efficacité est de ne pas avoir des événements obstructifs en raison du masque. Dans cette étude-là, publiée en 2012, c'est le même patient, c'est une polysomnographie d'un même patient en fait. La première partie de la nuit, le patient utilise un masque nasal et la deuxième partie, un masque facial. Comme on peut observer ici, on va voir que quand le patient utilise le masque nasal, il n'y a pas des événements. Il n'y a pas d'événements obstructifs, il n'y a presque pas d'hypopnée. Par contre, quand le patient est switché sur un masque facial, on voit apparaître des événements obstructifs, probablement dû à ce phénomène-là où on voit que la glotte, elle peut tomber. Probablement parce qu'on a trop serré le masque. Dans cette étude qui a été publiée par l'équipe de Dijon, on montre qu'un patient qui utilise un masque facial, on voit ici la désaturation et aussi les événements, comme on le voit ici. Et si le même patient utilise un masque nasal, on voit la ligne de désaturation qui est beaucoup plus stable et qui a presque pas d'événements. Maintenant, on va passer à la partie tolérance. Et un des points clés, c'est d'avoir une bonne ergonomie. Pour les différentes situations du patient, par exemple, pour un patient qui a un handicap des mains, il va être important de privilégier des masques qui ont une facilité à mettre et à enlever les masques. Comme par exemple ce type de masques qui sont plus faciles à enlever et à mettre. Pareil, des mains, des crochets et une corde avec laquelle on peut facilement enlever les masques, des dispositifs qui nous permettent de faire un easy release, c'est-à-dire d'enlever facilement le masque. Et aussi des masques qui sont plus petits si le patient n'a pas de fuite buccale.
Autre point dans l'ergonomie, c'est parfois le patient a besoin de lire ou dans ses habitudes, il a envie de lire. Donc, il faut avoir un bon champ de vision. Parfois, ils ont même des lunettes. Donc, il faut privilégier les masques sans appui frontaux, comme on voit ici, par exemple, pour ce type de besoins. Pour les patients qui dorment sur les côtés, il faut privilégier les masques avec un appui frontaux parce qu'ils vont être un peu plus stables. Et ici, vous trouverez quelques exemples, quelques masques avec un appui frontaux. Pour les patients qui n'ont pas de dents, il faut toujours tester dans les conditions réelles. C'est-à-dire, si le patient, il dort avec un dentier, il faut le tester avec. S'il dort sans dentier, il faut tester dans cette situation. Et dans ces cas-là, il faut privilégier des masques qui ont un bon appui sur la mâchoire, sur le maxillaire inférieur. Le confort va en lien avec l'absence de blessures. Donc, il faut avoir une bonne étanchéité et pour cela, il faut éviter la pilosité. Si c'est possible, demander au patient de se rasser ou de tailler la barbe. Éviter les crèmes avant le pose du masque parce que la crème, ce qu'elle va faire, c'est que le masque va glisser. Éviter les grosses pincements parce que pareil, on va perdre l'étanchéité. Autre problème, ça peut être que le patient peut être allergique à des différents matériaux. Et donc, je vais vous montrer les différents masques avec les matériaux qui s'utilisent. Par exemple, ici, on a tous les masques en silicone. À éviter si le patient a des allergies à la silicone, bien évidemment. Il y a des différents matériaux comme en gel, en mousse, en tissu. Même en tissu, il existe avec plus ou moins d'efficacité. Mais parfois, si le patient est allergique, on n'a pas le choix. Bien sûr, un masque qui est confortable, il n'occasionne pas de blessures, mais aussi il assure une bonne étanchéité. Quelques conseils. Pour rappel, le sébum sécrété par la peau, en fait, peut faire glisser le masque. Donc, c'est très important, dans la mesure du possible, de bien nettoyer le visage avant de mettre le masque, mais ne mettre surtout pas de crème. Il faut nettoyer, le nettoyage c'est important de la bulle du masque tous les jours, c'est-à-dire toute la partie qui est en contact avec le visage du patient, il doit être lavé tous les jours. Et l'harnais et la coque, qui sont pas en contact direct avec le visage du patient, peuvent être nettoyés une fois par semaine. Si malgré tous ces conseils, le patient a des blessures, il faut savoir qu'il existe des différents types de pansements. Pansement fin, compresse fine, hydrocolloïde fin et G-Copatch. Donc, il faut privilégier dans la mesure du possible les pansements le plus fins possible. Et en cas de blessure, il faudra alterner un autre type de masque pour laisser la peau cicatricer. Par exemple, si on a une blessure sur l'arête nasale, il va falloir utiliser un masque qui n'a pas d'appui sur l'arête nasale. On a différentes options. Ça peut être même un masque nasal avec une mentonnière ou dans les cas extrêmes, on va devoir utiliser un masque facial total. Par ailleurs, en cas de blessure, chez les patients qui sont ventilés plus de douceur, les patients dépendants, et même sans blessure, on peut conseiller de changer les points d'appui pendant la journée. Et pour cela, on peut s'en servir de différents types de masques, des masques nasales par exemple, et même de la pipette buccale. Mais la pipette buccale, c'est un petit parenthèse, il va falloir faire des réglages adaptés pour son utilisation. Parfois, on est surpris parce que les patients eux-mêmes, ils sont très inventifs. Ils peuvent innover. Par exemple, ici, on a un patient qui avait une ouverture buccale. Il voulait pas utiliser une mentonnière parce que, comme vous pouvez vous imaginer, le fait de mettre un masque puis une mentonnière, ça peut être quelque chose pas très agréable. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de coudre par lui-même, comme on le voit ici, un petit tissu et puis un accroche juste ici et cela évitait l'ouverture buccale.
de ces patients. Cette patiente-là, en fait, elle voulait parfois dans la journée utiliser ce type de masque, mais elle voulait l'enlever facilement. Et comme on voit, elle a un déficit dans les mains, donc c'est difficile pour elle d'enlever complètement les masques. Donc elle avait changé l'harnais pour un petit élastique qu'elle pouvait décrocher assez facilement. Bien sûr, probablement il y avait des fuites, mais la patiente habitant seule, donc c'est difficile de le dire non. Parce que soit elle utilise ses masques même avec un peu de fuite, mais c'était le meilleur compromis pour elle. Avec ça, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que en fait c'est très important de s'adapter aux patients. La communication est très importante. L'éducation thérapeutique, il faut expliquer aux patients pourquoi c'est important de 1, utiliser bien la ventilation, de 2, ne pas avoir des fuites, ce qui rend la ventilation moins efficace. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les blessures? Et en cas de blessure, qu'est-ce que le patient doit faire? En conclusion, le choix du masque en VNI est un élément déterminant pour la réussite. Ces choix reposent sur un équilibre entre efficacité et tolérance. Un bon masque est un masque qui assure une ventilation efficace, sans fuite ni événement obstructif, est bien toléré par le patient sans gêne ni douleur, est ergonomique et adapté aux besoins spécifiques du patient. Et c'est très important d'essayer en situation réelle, faire une éducation du patient pour prévenir les effets secondaires. Merci beaucoup pour votre attention.